Alors, Oh, t'as un beau chapeau, hein. chapeau. Alors, la dernière fois, nous avons parlé, tu disais que au début, pour toi, le cinéma était, je dirais, une sorte de relation entre les gens. C'était une façon pour servir les gens. Moi, j'avais dit que pour moi, au début, mon idée était de fabriquer quelque chose. À mon souvenir, moi, peut-être je me trompe. Mais pendant que toi, au début, tu disais que ayant agrandi dans ta famille, l'idée était comment on pourrait servir les autres. Et que pour toi, le cinéma était plutôt une façon de rendre quelque chose aux autres. Pendant que moi, j'avais depuis la jeunesse l'idée de fabriquer quelque chose. Alors, c'était une intéressante différence d'approche. En fait, moi, je crois que les deux approches, l'approche en quelque sorte utilitaire et l'approche individuelle, hein, coexistent dès le début. Là, récemment, j'ai vu la projection d'un film qui a été réalisé en 1914 et qui a été censuré immédiatement. C'était un film sur la Commune de Paris, une révolution donc à Paris en 1871. Et ce film a été censuré immédiatement parce que juste avant le début de la guerre de 14-18, on ne pouvait pas montrer des gens qui étaient en situation de guerre civile dans le camp français. Donc le film est passé, et il a été pas supprimé, il a été interdit, quoi. Et en fait, ce film était réalisé par une équipe de gens qui étaient très politisés, qui avaient fait ce qu'on appelait à l'époque le cinéma du peuple. C'était en 1914. Hein. Il y avait deux films qui avaient été faits. Il y avait un film sur les travailleuses de l'aiguille, les femmes qui sont couturières à domicile, et le film sur la Commune de Paris. Toi. Et donc, dès le début, dès 1914, on pense à faire un cinéma utile, un cinéma qui va présenter... dévoiler la réalité. Voilà, et puis qui va éclairer la pensée, l'opinion du peuple. Hein, et puis l'autre qui est un cinéma d'auteur, qui est l'expression de la vision artistique des réalisateurs de l'époque. Hein. Et ça, bien sûr, ce sont deux options qui sont concomitantes, mais qui sont complètement à l'opposé, quoi. C'est pas du tout... on peut pas faire les deux en même temps. Intéressant. Voilà. Et moi, du fait de mon enfance et du fait des options politiques de mes parents, il était évident que j'ai commencé à faire des films avec l'idée de servir le peuple, quoi, toi. Avoir une vision politisée de l'expression cinématographique. Moi, mes parents venaient de la couche bourgeoise. Mon père était, comment on dit, il faisait des livres, il publiait des livres. Alors pour moi, c'était un peu comme faire un livre. C'était de faire quelque chose, mais dès le début, je voulais être aussi écrivain. L'idée était de créer un film dont j'étais l'auteur. Ah ouais. Et de faire un film comme c'était une sorte de... comme un poème. Quand je dis objet, ça ne veut pas dire nécessairement
un objet quiconque, mais comme un poème est une chose qu'on peut offrir, mais voilà. Et puis aussi, il faut dire que moi, par contre, en comparaison avec la poésie, une chose qui m'a attiré vers le cinéma était aussi que il y avait cette dimension d'une équipe, des gens qui travaillent ensemble, que c'était inscrit dans la société, Ouais. d'une certaine façon. J'aimais beaucoup, parce que j'étais très tiré quand j'étais jeune, on parlait motocycles. Ouais. Alors, le fait d'avoir un machin, un truc qui a un objectif, différents objectifs et des ingénieurs, etc., ça m'a aussi semblé être quelque chose qui me faisait du bien. Le côté travail d'équipe, c'est la composante qui l'a emporté pour moi. C'est-à-dire, quand on travaillait pour réaliser un film, je pense surtout au premier film que j'ai fait, où j'étais surtout soit assistant complètement au début, soit après caméraman, enfin bon, technicien quoi. Ce qui m'importait, c'était de participer à une entreprise collective. Et je pensais que l'aspect travail collectif était un aspect qui rendait le cinéma différent des autres expressions artistiques. Ouais. Moi, je me serais pas vu en train de m'asseoir devant une machine à écrire ou devant une table avec des feuilles de papier et écrire un roman ou un essai philosophique. Non, je pensais que individuellement, j'avais pas tout simplement j'avais pas le pouvoir de le faire. Par rapport au théâtre, qui est aussi une équipe, mais le cinéma, c'est une autre sorte d'équipe. C'est une équipe de l'âge moderne. Et pendant que l'équipe de théâtre est un peu... n'a pas changé depuis des millions... l'Antiquité, ouais. Depuis l'Antiquité. Par contre, le cinéma est une équipe vraiment d'aujourd'hui, quoi, et qui change avec le matériel. C'est d'ailleurs, je pense, une composante, un aspect qui a rendu le cinéma magique. Il y avait une expression, Oui. une magie du cinéma. Absolument. Qui était vraiment sensible, qui était perceptible par tous. Tout à fait au début, le cinéma, c'était des petits films qui duraient 1 ou 2 minutes, Oui. que tu mettais une pièce, ça s'appelait Nickelodeon. Oui. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Nickelodeon, tu mettais une pièce et puis tu regardais ton film, comme on regarde devant la télé aujourd'hui un programme de télévision. Sauf que le film durait 1 à 2 minutes. Oui. Et il te parlait à toi directement. Oui. Et ça a favorisé la propagation, le développement de ce média, de ce médium, de cette expression, parce que tout le monde a parlé de bouche à oreille. Est-ce que tu as vu ça? Et c'est devenu très vite populaire, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire que le cinéma a touché le peuple. Oui, ça me fait penser du premier film tourné par les frères Lumière où on voit les travailleurs qui sortent de l'usine et c'était au même temps que c'était ce qu'on voyait, c'était aussi l'audience. Et la magie du spectacle, la magie du film a fait qu'au début, les gens ont été étonnés, ont été stupéfaits par ce qu'ils voyaient, puisqu'ils se voyaient eux-mêmes en train de sortir de l'usine, par exemple, sortis des usines Lumière à Lyon.
Mais il y a eu aussi les épisodes de terreur, les gens qui voient le film, l'arrivée du train en gare de la Ciotat, qui se lèvent et qui foutent le camp, quoi. Ouais. Parce que c'est dingue, quoi. De voir un train qui arrive dans la pièce où tu es assis et tout d'un coup un train qui t'arrive dessus, quoi. Et moi, la magie, elle est là, toi. C'est-à-dire qu'il est difficile d'avoir réellement une distanciation intellectuelle, culturelle, face à la magie de l'image. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc, bien sûr, ça permet de parler tous les cinémas européens, mondiaux même, se politisent rapidement. Oui, et aujourd'hui, c'est intéressant de faire des films avec des budgets assez limités vis-à-vis cette question d'adresser une audience de peuple. D'un certain point de vue, on peut dire les gros films qui ont une audience mondiale, qui sont après des bandes dessinées avec des grands stars, sont des films qui sont, disons, populaires. Mais en même temps, à mon avis, c'est qu'ils ont une vision, ils créent une idée de peuple que je voudrais résister. Ils n'ont pas de capacité de changer n'importe quoi. Ils sont totalement passifs. Par contre, l'idée, par exemple, l'idée de Bazin que avec son passion pour le profondeur de champ, qu'il vaut mieux que les gens peuvent penser. Et même aujourd'hui, les différents sièges qu'on trouve dans un cinéma, il y a une sorte de siège, c'est un siège comme où est assis quelqu'un qui doit choisir, qui doit penser, et des autres sortes de sièges, c'est comme on est drogué et on reçoit une drogue. C'est plutôt comme ça, c'est complètement passif. Ouais. Et moi, je peux faire cette idée de faire un film où les gens sont à la place de quelqu'un qui... il y a une beauté, c'est sûr que la beauté joue un rôle, mais une sorte de séduction, mais en même temps, c'est pas une question d'être sans la capacité de penser. Il vaut mieux que le cinéma stimule la pensée, la curiosité, le désir de savoir. Je veux dire qu'avec les sujets que tu choisis, qui sont quand même des sujets qui ne sont pas obligatoirement politiques, mais qui sont politisés. Oui. Comme le truc sur les immigrés à Lesbos, le truc sur la panne d'électricité à New York, sur ces genres de films, ce sont des films qui font penser obligatoirement. Toi, tu as joué un très grand rôle dans mon parcours grâce à mes premiers deux films en 16 mm. Ouais. Les boules de caisse, d'abord. Boules de caisse, on dit non. Si, on dit boules de caisse, ouais. Boules de caisse, le bowling. Le bowling, ouais. On a, toi et moi, Sylvie, tu avais une très bonne idée de demander au patron de cette boîte de changer les bowling, ouais. De changer les quilles, de nous donner des quilles neuves. Des quilles neuves. Et après, on a allé à Marie d'ici pour déjeuner, toi, moi, Sylvie. Et je t'ai dit, Richard, ça c'est exactement ce que je voulais. Le cadrage était parfait. Et tu m'as dit, mais tu sais, ça c'est ce que le réalisateur fait. Et c'est de quoi? Tu as dit, non, il faut que quand même tu arrives avec une caméra. On peut le faire là. Il faut que quelqu'un sache ce qu'il veut. Sinon, on est perdu. Il faut que quelqu'un comme boussole a son propre façon de ce qu'il veut. Et puis, on a fait ce film en 16 mm, Animals.
avec Bertucci et tout ça, tous les problèmes de ce film. Il y avait plusieurs moments de crise totale, mais finalement, on est arrivé et on le trouve maintenant sur YouTube. Ouais. Sur la chaîne, là, on peut le voir avec Raphaël. Ouais. Oui, et Nelly Attar, oui. Ouais. Alors, c'est... Non, mais c'est des films qui étaient expérimentaux, mais c'était des films qui étaient vivants. Oui. Tu vois, on avait plaisir à y travailler. On avait plaisir. Aussi, il y avait le 16 mm, il y avait le Super 8, tu te souviens, j'en suis sûr, de Super 8, tu étais derrière les deux caméras, l'un et l'autre. Ouais. Il n'y avait pas simplement Kodak, il y avait aussi la couleur de, comment cette pellicule japonaise. Non, Fuji. Ah, Fuji, ouais. Fuji, qui a notre... Notre colorimétrie. Oui. Et alors, il y avait déjà un travail sur les différentes possibilités de l'image, les choix et il reste, je crois, la base de tout ce que je fais depuis. Quels sont les films que tu as faits qui ont été le plus importants pour toi? Le film sur Howard Fast. Oui, c'était très, très important parce que ça parlait d'un sujet qui me touchait directement. Oui. Puisque je filmais un homme que je n'avais jamais vu, que j'avais lu beaucoup, mais je ne le connaissais pas. Et il ressemblait à mon grand-père. C'était un homme qui était de ma famille, tu vois. Bien qu'il soit américain, de New York, d'origine juive, ukrainienne, enfin bon, rien à voir avec moi. Mais ce qu'il avait dans le cœur, c'était des choses qui ressemblaient à la culture de ma famille. Qui n'était pas de culture au sens propre du terme, au sens objectif du terme. Ma famille véhiculait des valeurs, mais sans y prêter attention, tu vois, hein. Oui. Et lui, il avait amené en quelque sorte un raisonnement, il avait amené une logique sur ce qui m'animait moi-même, comme lui, ce qui l'animait lui. Et c'est la première fois que je tombais sur un écrivain qui parlait en quelque sorte ma langue, tu vois. Oui. Outre le fait qu'il parle américain, bien sûr, mais enfin bon, il parlait ma langue quand même. Sinon, le film qui a été le plus marquant pour moi, c'est le premier film que j'ai réalisé, qui est un film que j'ai tourné en Mongolie. Et c'était un truc qui était vraiment très, 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 très violent, très dur, très, très compliqué. Enfin bon, c'était vraiment un tournage pas possible. Mais voilà ce qui se passait. Avant ce film, j'étais technicien. J'étais caméraman, j'étais technicien. Et je déposais régulièrement des projets de films. Et ces projets de films, de façon systématique, étaient refusés par les producteurs parce que on me disait que c'était infaisable. C'était pas faisable. Et donc, moi je disais, c'est pas faisable, mais c'est ça que je veux faire. Voilà. Et je rencontre un type qui était maître de ballet à l'opéra de Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Il était français. Il me parle de la Mongolie, il me dit il faut absolument que tu ailles filmer là-bas, c'est magnifique, tu verras. Enfin, et j'écris un projet à partir de ce qu'il me raconte. Et ce qu'il me raconte, c'est une fête qui se tient en Mongolie au mois de juillet,
depuis 1000 ans à peu près. Genre 14 juillet, tu vois. Enfin, ça dure 3 jours, mais c'est une fête où on voit les Mongols lutter, tirer à l'arc, faire du cheval, etc. Bon, c'était assez impressionnant, spectaculaire, quoi, potentiellement spectaculaire. Donc je dépose le projet à l'ambassade de Mongolie. Et à cette époque-là, j'avais une boîte de production. Donc, un mois passe, 2, 3, 4, etc. Et aucune réponse de l'ambassade. Donc, je prends le projet et puis je le mets dans un tiroir. Je me dis, un sujet encore qui part dans un tiroir, quoi. Et début janvier, je reçois un coup de téléphone de l'ambassade qui dit Monsieur Hamon, on a un projet, un sujet de film à vous soumettre. Si vous êtes d'accord, on vous donne toutes les autorisations de tournage. Donc je préviens mon copain qui était maître de ballet, là, on se pointe à l'ambassade et on me dit que, voilà, pour la première fois depuis la révolution communiste de 1921, les Mongols vont de nouveau avoir le droit de fêter le nouvel an lunaire, qui est le nouvel an le même que chez les Chinois, chez les Vietnamiens, etc. Les communistes mongols avaient voulu éradiquer toutes les traditions qui gouvernaient le pays. Et moi je dis ok, mais enfin bon, en quelque sorte, j'étais un peu au pied du mur. Je ne pouvais pas dire non. En fait, j'étais vraiment inquiet. Je ne savais pas si je pourrais le faire, ce film. On était 2 seulement. Moi à la caméra et lui, un danseur au son, tu vois. Oh là là. Le mec, il n'avait jamais vu un micro de sa vie, ni un agra, rien du tout. Et donc, on part en Mongolie. Et en Mongolie, on passe pratiquement 3 semaines, je crois. Et on tourne, il faisait entre moins 20 et moins 40. Avec une lumière invraisemblable. Des trucs comme s'il y avait des projecteurs, des trucs énormes qui balançaient de la lumière sur la ville, ou sur le pays, sur la steppe, et pas une goutte d'humidité dans l'air. Ce qui veut dire que on pouvait voir très très loin. C'est-à-dire quand je mettais la caméra, j'avais une profondeur de champ démente. Je voyais à des kilomètres. Et donc j'ai tourné très difficilement parce qu'il faisait froid, et pour charger la caméra, décharger la caméra, tout ça, à main nue, toi, tu le fais. Tu fais pas... c'était vraiment dur. Et il a fallu que je prenne au fur et à mesure du tournage mes responsabilités pour dire on fait ça, comme ça, demain ça. Enfin, prendre les décisions qu'on est obligé de prendre sur un tournage, quand on est réalisateur. Oui. Hein, et je l'ai fait en ayant vraiment peur d'être en train de me planter, de faire un truc... Bien sûr. Et quand j'ai vu les images, d'abord j'étais super content de voir qu'elles étaient correctement exposées, elles étaient belles et tout ça. Et quand j'ai vu le film, j'étais super content. Mais j'étais tellement angoissé que j'ai été obligé de sortir
de la salle de projection, toi. On oublie qu'avant le vidéo, on voyait pas, on savait pas. Ah, non, pas du tout. Pas du tout. On avait fini, on puis revenait, on savait jamais s'il y a, j'avais s'il y tourné avait à quelque chose ou rien du tout. 7000 ou 8000 km de Paris, Oui. et puis j'arrivais là, et si c'était raté, c'était raté. Ouais. Et tout était raté. Alors, C'est-à-dire voir l'image, le moment de quoi, voir l'image, c'est invraisemblable. c'est Invraisemblable. c'est un moment. Et là, ça m'a fait comprendre que c'est ça que je devais faire. Parce que Ouais, l'angoisse que j'ai eue, la joie que j'ai eue, ouais. la satisfaction, Le passage, Le de pa- ouais. l'angoisse à la joie. ouais, ça c'était vraiment génial. Oui, C'était oui. fort, très Oui. fort. Et donc, si je dis un film auquel je pense, c'est celui-là parce que les films d'après, j'ai eu moins peur. On pense souvent que le cinéma est un art qui attire les gens qui sont presque exclusivement centrés sur l'image. Mais toi et moi, ont tous les deux sorti d'un certain amour, passion pour la littérature. Bien sûr. Et ça, c'est aussi quelque chose que je crois nous avons lié, même si c'était jamais vraiment au fond, mais ça restait comme quelque chose important entre nous. Quel livre tu avais, Ouais. tu t'es intéressé à la poésie française, mais aussi à la littérature américaine. Bien sûr. Et ça, c'était un grand plaisir pour moi aussi. Mais moi, je crois que l'écriture est consubstantielle du cinéma. C'est-à-dire, Absolument. le réalisateur qui n'écrit pas du tout son projet, je ne sais pas comment il filme, je ne sais pas, je ne comprends pas. Moi, j'ai besoin de savoir de ce que je vais faire, comment je vais le faire, où je vais tourner, qui je vais tourner, dans quel décor. J'ai besoin en quelque sorte, de mettre en place l'action, même si pour un documentaire, tu mets en place une action et tu sais que les personnages que tu vas filmer ne sont pas des comédiens, donc ils vont pas obligatoirement faire Bien sûr. ce que tu espères. Mais il n'empêche que très souvent, ce que tu as imaginé, et j'ai remarqué que ça s'accomplissait. Oui, et même si on pense de l'écriture de Robert Desnos automatique, quand même il y a une analogie, on peut dire, analogie Analogie, ouais. entre le cinéma et l'écriture, Ouais, je crois, bien sûr. pour nous deux. Ouais, ouais.